Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien? Alors vous avez un espace de chat dans lequel vous pouvez vous inscrire pour inscrire votre nom pour pouvoir nous poser des questions tout au long de la discussion. N'hésitez pas à vous présenter aussi dans le chat si vous le souhaitez. On te voit et on t'entend pas très fort. Ok, pas très fort. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ceci? On attend juste 2-3 minutes que le public se connecte parce que vous étiez nombreuses et nombreux à vous être inscrits. Après, on a lancé les inscriptions là, il y a longtemps. Non, c'était mieux avant. Non, c'est moins fort. D'accord. Attendez, il y a parfois des petites interférences. C'est mieux. C'est moins fort maintenant. En fait, en plus, il y a un décalage entre le chat et moi. Parfait, bon pour le son, ok, super, on va essayer de faire comme ça, et après on verra avec les autres intervenants. Donc comme je le disais, j'attends juste 2-3 minutes que le public se connecte. Vous êtes déjà 34, mais vous étiez plus de 140 à être inscrits.
On a lancé les inscriptions il y a longtemps, donc c'est normal qu'il y ait un peu de déperdition. De toute façon, on enregistre cet événement et le replay sera disponible sur la chaîne PeerTube de DataGouv et sur la chaîne YouTube de DataGouv, comme l'ensemble des événements qu'on organise dans le cadre de la rentrée de DataGouv, qui est un cycle d'événements qu'on a commencé en septembre. C'est sur 3 mois, septembre, octobre et novembre. Et là, on attaque le premier événement du mois de novembre avec ce webinaire sur la mesure de l'impact de l'open data. J'en profite pour me présenter. Antonin Garonne, moi je suis responsable produit de la plateforme nationale de données data.gouv.fr, et tout à l'heure je serai accompagné d'autres intervenants pour partager nos réflexions sur la mesure de l'impact de l'open data. Et il y a Tana dans l'équipe aussi, voilà, qui met des liens au fur et à mesure. Merci Tana. Et donc, comme je disais, tout au long de la discussion, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Si on peut, on répondra immédiatement dans le chat. Sinon, on prendra un moment à la fin pour essayer de répondre à toutes vos questions. Et je vais introduire les intervenants. Bonjour Franck, bonjour Samuel, bonjour Mathieu. Est-ce que vous me voyez? Bonjour. Tout marche bien? Super. Ben, je vous invite à faire un premier tour de table de présentation. Peut-être Franck, si tu veux bien commencer. Oui, bonjour. Je m'appelle Franck Noël. Je suis directeur au sein de l'Office des publications de l'Union européenne. Dans cette direction, on est en charge de l'accès et la réutilisation des données publiques. Donc, notamment le site de la législation européenne qui s'appelle Eurlex ou le site des marchés publics qui s'appelle TED. Mais la raison pour laquelle j'ai été invité cet après-midi, c'est parce qu'on a aussi le site européen des données, data.europa.eu, et en particulier des données ouvertes, et avec un intérêt particulier pour la mesure de l'impact, mais ce sera l'objet de la discussion. Merci beaucoup d'avoir répondu présent. Mathieu, tu veux bien enchaîner? Ouais, je viens poursuivre. Merci pour l'invitation. Bonjour tout le monde. Donc Mathieu Brien, moi je suis conseiller au sein de l'association Les Interconnectés. Donc Les Interconnectés, c'est une association d'élus et d'agents de collectivités territoriales sur le numérique. Moi je conseille notamment voilà, la commission numérique et les agents sur les sujets IA, data et numérique responsable, mais d'autres sujets sont traités par l'association. Et je parle aujourd'hui avec une ancienne casquette que j'avais en tant que chef de projet au sein d'Open Data France, donc une association qui fédère et anime un écosystème d'acteurs publics, notamment principalement d'ailleurs des collectivités territoriales, sur le sujet de l'open data. Et en 2023, j'avais justement travaillé sur un livret et une enquête qu'on a appelé Data Impact, qui visait justement à identifier les différents cas d'usage, analyser les cas d'usage, les réutilisations des données publiques pour mieux comprendre justement leur impact. Donc, c'est toute une démarche qu'on a pu travailler avec l'AFNCCR également, à travers cette enquête et cet inventaire et cette analyse de cas d'usage. Et on aura le temps d'en parler, mais voilà, le sujet étant avec une focale volontaire aussi sur les sujets de transition écologique, de mobilisation des données environnementales au service de la transition écologique des territoires. Donc voilà, c'est pour ça qu'on aura, en tout cas dans les exemples, ce que je devrais peut-être présenter, ce prisme-là en particulier. Voilà pour ma rapide présentation. Super, merci beaucoup. Samuel? Et bonjour à toutes et tous, Samuel Goeta. Moi, ça va faire 15 ans maintenant que je travaille sur l'open data, donc ça commence à dater. Et je dois dire que la question de l'impact et en lien celle des publics, c'est un sujet qui me hante depuis 15 ans. Donc je suis assez content de pouvoir en parler aujourd'hui. Je travaille donc, voilà, depuis un mémoire, puis après j'ai fait une thèse en sociologie sur les politiques d'open data en étudiant le travail de l'ouverture des données et la question de l'émergence des publics. En parallèle, j'ai monté une association qui s'appelle Open Knowledge France, qui maintenant administre madada.fr. Donc, je suis un des administrateurs et des fondateurs de madada.fr qui facilite l'accès aux documents administratifs. Je continue les recherches sur ces questions-là. Maintenant, je suis à Sciences Po Ex en tant que maître de conférence associé en sociologie.
Donc voilà, mes sujets de recherche, ça va être la transparence, les politiques de transparence, les politiques d'open data, évidemment. Plus largement aussi, voilà, les questions de transparence et les questions de data literacy qui me sont très chères. Et puis depuis bientôt 10 ans, je suis cofondateur d'une SCOP qui s'appelle Data Activist. Et voilà, ces questions-là, à travers nos missions de conseil, les événements qu'on anime, les projets de recherche qu'on a pu faire et aussi certains projets qu'on a pu mener, c'est une question, celle de l'impact, qui revient très souvent au sein de notre coopérative et avec les acteurs avec lesquels on travaille. La question de l'impact de l'open data, c'est un sujet qui est voilà, ancien et sur lequel on aura plein de discussions utiles. Donc je ne vais pas plus loin pour qu'on continue dans le déroulé. Super, merci Et je suis beaucoup. l'auteur d'un livre qui s'appelle Les données de la démocratie chez CF Éditions. Et donc pas mal des choses dont je vais vous parler ici sont dans ce livre en plus détaillé. Et voilà. Super, merci Samuel. Oui, donc c'est bien introduit pour dire que c'est à la fois un sujet ancien et complexe sur l'open data, que ce soit pour les producteurs de données, pour les administrations, pour les gestionnaires de plateformes, etc. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir une discussion avec plusieurs acteurs sur, plutôt que d'apporter une réponse finale, c'est de partager nos réflexions sur le sujet. Et on va commencer par le début, c'est-à-dire comment on peut définir l'impact de l'open data. Et ce que je vous propose, c'est d'essayer chacun notre tour de donner une proto-définition. Est-ce que Franck, tu veux te lancer? Allons-y. Alors, l'impact, comme souvent d'ailleurs dans les politiques publiques, c'est toujours un peu compliqué de définir l'impact. Donc, on voit, nous, la façon dont on aborde ça au niveau européen, on est à plusieurs niveaux. On a d'abord, donc nous, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on a un portail qui met à disposition les données ouvertes. Donc il y a un premier niveau d'évaluation qui concerne les résultats directs, donc ce qu'on a, disons les outputs directs, typiquement le nombre d'accès, le nombre de downloads de datasets. Et puis après ça, on essaie de voir un second niveau qui est lié à la réutilisation des données en question, donc des cas concrets. Et puis après, est-ce que cette réutilisation a vraiment donné lieu à un impact? Et là, une première réflexion de ma part, c'est qu'on a une définition de l'impact qu'on cherche à quantifier bien souvent, donc typiquement en termes économiques. Mais j'apporte un peu de support à ce qu'a dit Samuel juste avant quand il a parlé de transparence. On a aussi une question d'impact sociétal et donc on doit entendre l'impact d'une façon assez large et holistique. Ouais, merci. Voilà. Je rebondis, je me permets de rebondir pour dire que le côté d'Inum, DataGouv, on utilise un peu ces mêmes niveaux d'impact auquel on pourrait rajouter un impact plus d'externalité globale sur l'économie, sur le fonctionnement de nos démocraties, etc., qui est plus... où là, moi personnellement, je pense que c'est plus un travail de recherche qui doit être mené par d'autres acteurs que les gestionnaires de plateformes qui sont un peu jugés partis dans cet exercice, je trouve. Mais je pense que, je sais pas si Samuel, tu veux réagir? Parce que je sais que tu Ouais, voulais volontiers. partager notamment le travail que vous aviez fait avec DataActivist sur les niveaux d'impact, nous qui nous a inspiré à DataGouv pour notre méthodologie. Volontiers. Alors, je veux juste rappeler un peu des éléments de contexte un peu plus anciens. Déjà, venir avec une définition. Et puis aussi parler du fait quand même que la question de l'impact, c'est une obsession contemporaine, en particulier sur les politiques numériques. Si on regarde la feuille de route de la DINUM, cette notion d'impact, elle revient très souvent, hein. Je donne un exemple. Il reste difficile de mesurer la performance et l'impact réel d'un projet numérique et donc d'adapter son financement en conséquence, voire d'arrêter des projets lorsque cela est nécessaire. Ça traverse en fait toutes les politiques numériques, cette question de l'impact. On essaye de faire du numérique à impact. Et en fait, ce terme est utilisé très souvent, donc je pense que c'est bien de revenir sur une définition.
Définition un peu classique, c'est l'effet d'une décision sur une activité. Et la question en fait que moi je trouve qui est sous-jacente, c'est quels étaient les effets attendus et pour quel public. Et en fait, moi je pense qu'il y a deux notions qui sont alliées, c'est quelles étaient les promesses de l'open data et quels sont les publics. Il y a d'autres, je vais revenir sur ça, mais il y a une autre notion qui je trouvais intéressante et importante, qui est celle d'externalité. Celle d'externalité, elle vient plutôt de l'économie. Donc c'est l'effet positif ou négatif d'une activité, d'une organisation pour son environnement humain, naturel ou économique. Sauf que nous, on travaille alors sur un sujet qui est très différent de ce qu'on fait d'habitude, sur les externalités des commerces de proximité à travers un projet qui s'appelle XCOM. Donc on a travaillé voilà, sur plusieurs années là-dessus. Je ne vais pas vous parler de ça tout de suite, mais enfin, je vais pas vous parler de ça. Mais dans ce projet-là, quand même, on s'est rendu compte qu'en fait, la question des externalités, c'est quelque chose de très relatif. C'est-à-dire que ce qui va être une externalité positive pour l'un va être une externalité négative pour l'autre. Et donc la question, c'est quand on parle d'externalité positive, c'est une externalité positive pour qui? Je vous donne l'exemple dans les petits commerces, mais vous allez comprendre. Euh, Quand il y a eu la fermeture des bars pendant le Covid, ça a été une externalité négative pour plein de gens parce qu'en fait, ils se sont retrouvés avec des fêtes qui se passaient à l'étage au-dessus de chez vous, dans votre immeuble, qui étaient auparavant dans des bars. Et pour les voisins, c'était une externalité très positive parce qu'il y avait beaucoup moins de bruit. Et donc, tout se pose la question de, en fait, une externalité positive pour qui? En sociologie, Michel Calon, il a proposé le terme de débordement, c'est-à-dire quand les effets d'une transaction économique vont dépasser le cadre initialement prévu. Et donc se pose la question de quel était le cadre initialement prévu des politiques d'open data, à quoi elles étaient servies, et puis quelles entités étaient affectées. Et donc je pense que la question des promesses, donc du pourquoi on fait de l'open data et du pour qui, c'est quelque chose qu'il faut se poser régulièrement. Et quand on regarde historiquement l'open data, moi je me souviens, j'avais travaillé en 2011 sur des discours de Séverin Naudet au moment de la création d'État Lab. Il disait l'open data apparaît comme un instrument puissant aux mains des dirigeants et de la société civile pour répondre aux grands défis, notamment du réchauffement climatique et de la croissance durable ou de la régulation. Et en fait, se posait aussi en même temps la question des publics, il y avait une audience cible qui était les développeurs, qui avait, ça je vous donne un exemple d'un cahier des charges auquel j'avais répondu d'un appel d'offres il y a très longtemps sur DataGouv. Ça c'était vraiment la vision initiale, c'était l'audience cible, c'était les communautés de développeurs, de designers, de chercheurs, et une audience secondaire, donc il y avait une curiosité, ces gens-là ils avaient une curiosité insatiable, ils capables de faire plein de choses, et une audience secondaire qui était un public beaucoup plus large, qui savait pas forcément se servir et qui avait besoin d'interfaces claires. Ça, c'est les termes qu'il y avait dans cet appel d'offres. Et ça a beaucoup évolué. Et ça a beaucoup changé en fait les cibles de l'open data. Et moi j'ai travaillé avec l'équipe de DataGouv en 2020 sur une enquête usagée dans laquelle on s'est rendu compte que la moitié des personnes qui ont répondu, donc il y avait un bandeau sur DataGouv, la moitié des personnes qui ont répondu en fait n'étaient pas formées à l'usage des données et la moitié ne manipulait pas les deux données dans son travail. Donc en fait dans l'open data on a un public qui est beaucoup plus divers que ce qu'on connaît. Et en fait on fait face à une difficulté, c'est qu'on ne connaît pas bien nos publics, pour de bonnes raisons, parce qu'on essaie de ne pas contraindre l'usage des données, mais en même temps, on ne sait pas qui sont les usagers. En fait, le meilleur moyen de connaître les usagers, en fait, c'est pas quelque chose qu'il faut faire, c'est de couper l'accès aux données. Et là, tout de suite, les gens se... Mais des fois, ça arrive par accident. Et là, tout de suite, les producteurs de données vont vous dire qu'ils ont découvert plein de choses, plein de gens qui n'étaient pas en contact. Et l'autre moyen, c'est d'organiser des événements, des hackathons, des challenges de réutilisation, qui sont ces moments où, en fait, on crée ce contact et on voit les publics et on a ce retour-là. Euh, donc moi, dans mon livre, j'ai travaillé sur les trois grandes promesses de l'open data. Mais je voulais revenir en fait sur le pour qui avec un petit schéma. Donc ce que tu évoquais, Antonin, je vais essayer de partager une fenêtre et essayer de vous montrer ça avec donc mon collègue, mon ancien collègue Étienne Pichot d'Amont. On avait fait ce billet de blog, on se travaillait sur les questions d'impact, donc c'était des analytics à l'impact, pourquoi évaluer une politique d'open data. Et en fait, quand on parle des usagers de l'open data, on peut parler de trois choses. Et donc, se poser la question de qui est le public de l'open data, c'est essentiel dans la question quelle est la cible de cette politique publique. Elle est essentielle, cette question de l'open data. C'est-à-dire que si on pense là, à notre vieil appel d'offres dont je vous parlais, DataGouv s'intéressait d'abord au départ aux usagers des données.
Et en fait, progressivement, quand on réfléchit à l'impact de l'open data, on va réfléchir aussi à tous les usagers des services. Et donc, et après ces services qui vont être créés, ces réutilisations, ces services qui vont en être, ils vont avoir un certain nombre d'externalités qui vont avoir des bénéficiaires. Et donc, la difficulté, c'est qu'on va agir sur ces trois niveaux. Et donc, ça complexifie l'analyse. Parce que pouvoir évaluer les bénéficiaires des externalités positives, c'est compliqué. Un exemple qu'on cite souvent, c'est ce qu'avait fait Transport for London, où ils avaient étudié l'ouverture des données des transports publics et ils se sont rendus compte que bah, il y a eu un impact sur toutes les startups qui sont nées autour de l'ouverture des données de transport. Ils ont créé des services qui ont fait gagner du temps à des usagers qui ont proposé de meilleures interfaces, facilitées. Et puis il y a des gens qui ont pris les transports publics parce que c'était plus simple, parce qu'il y avait plus d'accès. Et après, en fait, tout ça, ça a eu des externalités positives sur la ville. Par exemple, avec le fait que plus de gens prennent les transports publics, ça va être moins de pollution. Ça va être des gens qui sont moins en retard, donc plus de temps. Mais alors ça, après, on arrive sur un domaine qui est très compliqué à évaluer. Et donc, en fait, ce qu'on avait fait, c'était d'essayer de montrer que plus on avance dans la question des publics, est-ce qu'on parle des utilisations directes, des usages indirects de services ou des externalités positives, plus on avance, plus l'évaluation de l'impact va être difficile. Et moi, dans mon livre, donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de travailler sur ces différents impacts. Donc, il y a différentes manières de représenter les impacts de l'open data. Ça, c'est ce que fait GovLab. Donc, avec la création d'opportunités, l'innovation, la croissance économique, améliorer le gouvernement avec de nouveaux services et aussi la lutte contre la corruption et la transparence. Il y a aussi tout ce qui est engagement citoyen, participation, donc les mobilisations, la participation citoyenne. Et puis il y a aussi résoudre les problèmes du secteur public. Moi, je le résume dans mon livre sur trois grandes promesses qui étaient en fait à la base, c'était le logo de DataGouv, c'était transparence, innovation, et à l'époque c'était ouverture, et c'est devenu un peu modernisation. Et moi, c'est trois grandes promesses. Pour moi, c'est transparence, innovation, modernisation et ouverture. Alors, je ne vais pas vous faire des slides trop longues, mais en gros, j'ai une partie 2 de mon livre qui est sur un bilan critique de l'open data. Et ce que je montre que sur la première promesse, on a eu un renouvellement de la transparence qui est en demi-teinte. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail, mais ça vient du fait que les autres politiques d'open data sont basées sur des fondements juridiques qui sont instables, qui sont ceux du droit d'accès aux documents administratifs, et qu'en fait, quand on interroge la société civile, l'open data n'a pas été un carburant à machine à scandale et que pour certains, les données sont souvent trop inoffensives. Mais par contre, elles permettent quand même d'éclairer le débat, et ça on le voit bien. Elles jouent un rôle important dans les décisions, dans l'engagement des citoyens. Et en fait, c'est une condition importante de la vie démocratique, mais elle n'est pas suffisante en soi. Et souvent, la société civile se pose la question de produire ses propres données. Je vais très vite. Un exemple des difficultés que j'aurais bien envie de vous parler, c'est l'indice des positions sociales, mais je ne vais pas le faire là. Je tire aussi des conclusions sur tout ce qui est en matière de projection d'emploi. Et en fait, il y a eu des promesses qui étaient démesurées à l'époque en matière de création d'emplois, et notamment poussées alors, par la Commission européenne, mais aussi par des cabinets de conseil où il y a des évaluations où l'open data aurait apporté 1 à 7% du PIB, donc des trucs délirants. Et dans mon livre, j'ai étudié comment ces chiffres-là étaient calculés, avec parfois des confusions entre l'open data public, toutes les données publiques, voire toutes les données. Et donc, il y a eu un peu la promesse d'un nouveau pétrole avec des promesses démesurées. En fait, évidemment, les acteurs ont dit qu'il y a eu un impact en deçà des attentes sur la création d'emplois, mais d'un côté, c'est parce qu'on a promis un peu la Lune. Et ça a joué un rôle à un moment dans les difficultés qu'ont pu avoir les politiques d'open data, c'est-à-dire que ces chiffres-là ont été avancés énormément. Et, euh, et en fait, quand on regarde les difficultés que peuvent avoir les entreprises à utiliser des données, ce sont les difficultés. C'est là, je trouve, c'est peut-être plus intéressant, dans un livre qui parle de la démocratie, c'est que les difficultés que rencontrent les entrepreneurs qui veulent travailler sur ces données-là sont celles de tous les usagers des données, avec des problèmes de découvrabilité, de qualité, de documentation des données qu'on retrouve un peu partout. Et globalement, souvent, une difficulté à avoir des données assez fiables et des politiques d'open data qui s'inscrivent sur la durée pour créer des services pérennes. Et donc il y a ce schéma que j'aime bien parce que il montre que pour que les promesses de l'open data en matière de gains directs et de création d'entreprises, et après pour que ça revienne dans les caisses de l'État par de la taxation,
ça nécessite un investissement sur la durée. Et ça, c'est un schéma qui a été pas mal utilisé par la Commission européenne, justement. Et ça nécessite un investissement sur la durée pour que ces promesses arrivent là. La difficulté, c'est que, bah, notamment au niveau territorial, mais aussi parfois, il y a eu des moments dans l'État, il y a eu des flottements, des choses comme ça. Et cet engagement, c'est pas forcément toujours inscrit autant dans la durée. Et puis, la troisième promesse, il y a celle de la transformation des administrations, et c'est quelque chose qui est en cours. Il y a la question que j'aborde pas mal, c'est, je ne vais pas y revenir mais trop en détail, mais les disparités territoriales qu'il peut y avoir dans le territorial et au sein de l'administration française, au sein même de l'État, dans l'appropriation du principe d'open data par défaut. Et toutes les difficultés aussi qu'il peut y avoir dans des administrations où le droit d'accès n'a pas encore totalement infusé à ce que l'ouverture des données devienne la norme plutôt que l'exception, et c'est encore quelque chose de compliqué. Et par contre, ce que je documente, notamment en m'appuyant sur le travail qui a été fait sur une enquête qualitative, en plus de l'Observatoire Open Data des territoires, il y a une enquête qualitative sur les impacts de l'open data et ce que ça a apporté aux collectivités, c'est qu'en fait, ça a été un levier majeur de transformation publique, et qu'en fait, il y a un bénéfice qui est très fort, et c'est très intéressant de le voir, parce que c'est une sorte d'impact qui est inattendu, c'est-à-dire que ça a fortement transformé les collectivités en leur développant fortement leur culture de la collaboration, leur culture des données, la capacité aussi à travailler avec son écosystème, et ça a été un projet de transformation numérique important. Je cite toujours le fait que data.gouv.fr, après tout, c'est la première des startups d'État. Je finis sur ce monologue beaucoup trop long pour vous dire que c'est intéressant aussi de travailler sur les publics existants des données, mais aussi de penser à des publics qui ne sont pas actuellement des usagers des données, aussi à penser à des données qui ne sont pas actuellement ouvertes. Quand on pense aux impacts et aux promesses que pourrait amener l'open data, et ça je reviendrai un peu après, mais il y a ce schéma-là pour dire que actuellement on se concentre uniquement sur les données qui existent et c'est normal, mais il y aurait aussi des données qui sont utiles et qui n'existent pas et qui ne sont pas ouvertes et qui mériteraient aussi toute notre attention, parce que l'impact de l'open data il peut être différent aussi. C'est-à-dire, et c'est cette idée dans laquelle je reviendrai après de donner de troisième vague, de politique open data de troisième vague, mais j'ai trop parlé, donc je passe la parole. Merci Samuel, ouais, très, très riche. N'hésitez pas dans le chat à poser des questions parce que c'est pas, si vous êtes moins aguerri sur le sujet, j'imagine que ça invite des questions, donc n'hésitez vraiment pas. Et il y avait plein de choses intéressantes. Avant de te donner la parole, Mathieu, je pense que j'ai envie de rebondir sur deux, trois points. Le premier, sur la question des publics de l'open data, je pense que on a eu l'occasion d'en discuter avant d'être en direct, mais un des publics vraiment important et qui est pas toujours pressenti dès le début, c'est que la première réutilisatrice des données ouvertes, c'est l'administration elle-même, que ce soit à l'échelle des collectivités, mais aussi des agences, des ministères. La mise en open data, on constate dans de nombreux exemples que ça facilite en fait la circulation des données au sein même de l'administration, et parfois ça permet aussi de se rendre compte qu'il y a potentiellement des doublons d'existence de bases de données parce que tel service produit telle base de données. Donc ça, je pense que c'était important à partager, et je voulais rebondir aussi sur le fait que tu as commencé par dire que c'est de plus en plus prégnant de vouloir mesurer l'impact des politiques publiques d'une manière générale, en particulier à la DINUM, et je partage. Je pense qu'on est assez d'accord ici pour dire que la nécessité de faire l'exercice de mesurer l'impact de l'open data ne doit pas devenir un prétexte à limiter, freiner l'ouverture des données, et il ne faut pas conditionner l'ouverture des données à est-ce que ça a un impact potentiel, même s'il y a toujours des coûts d'opportunité dans des efforts qu'il faut optimiser. Il ne faut pas que ça devienne un prétexte parce qu'il y a des obligations légales et un principe d'open data par défaut que tu as évoqué, qu'il faut garder en tête, qui est important. Mais je veux pas je pense que la notion de débordement est intéressante aussi, parce que dans l'impact de l'open data, il y a plein de choses qui se passent qui ne sont pas prévues. Et que si à un moment venait à de la mesure ou de l'évaluation et c'est pas la même chose,
faut intégrer aussi tout ce qui arrive, qui n'était pas du tout prévu, anticipé et surtout qui n'est pas connu, en fait. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, dans l'open data, on connaît mal le public et maintenant, le fait qu'il y ait des statistiques sur data.gouv.fr, bah, ça montre qu'il y a beaucoup plus d'usagers qu'on pense, mais on ne sait toujours pas qui ils sont. Et en Ouais. fait, c'est très intéressant en tant que producteur de données de voir toutes les statistiques. Ouais, et je vais faire vite, mais euh, je pense qu'on reviendra aussi sur la distinction de mesures qualitatives versus mesures quantitatives qui est Évaluation. importante. Mais sur les effets inattendus de l'open data, moi, un exemple que j'aime bien, c'est la base de données de valeur foncière, qui est une base bien connue, donc qui est l'ensemble des transactions foncières en France. Et en fait, on se rend compte que donc l'administration elle a un usage particulier de cette donnée pour suivre les transactions foncières, mais on imagine assez vite comment les startups dans l'immobilier vont s'en saisir pour faire de la et s'en saisissent pour faire de la prospection ou de l'évaluation du marché, mais en fait on s'est rendu compte que il y a aussi beaucoup de journalistes d'investigation, par exemple, qui utilisent ces données pour évaluer du patrimoine immobilier qui n'est pas forcément déclaré, pour euh, identifier des pratiques d'optimisation fiscale de grandes entreprises, par exemple. Donc, à partir d'une même base de données, on a plein de cas d'usage effectivement très différents que l'administration ne peut pas imaginer puisqu'elle elle produit les données dans un cadre particulier. Mais Mathieu, je te laisse la parole pour rebondir là-dessus et notamment pour nous partager, Samuel a évoqué le besoin des producteurs et des collectivités de connaître l'impact de leurs données. Ouais, tout à fait, merci. Et j'essaierai du coup de ne pas être trop long parce qu'il y avait pas mal de choses déjà, beaucoup qui ont déjà été dites et apportées. Mais en effet, nous, l'impact de la donnée, tel qu'on, enfin, en tout cas, si on devait le définir, c'est pour moi vraiment cette logique qui a été aussi apportée. C'est donc la transformation d'une logique d'offre de données vers une logique d'usage de ces données. Et on voit bien en tout cas que c'est pas juste l'intention n'est pas de mettre un de fichiers en ligne et le travail est fait, mais bien de voir comment est-ce que justement ça peut créer un cercle vertueux où ces données deviennent justement des leviers d'action, des leviers d'innovation pour tout type d'acteurs. Comme l'a dit Samuel, en effet, il y a aussi justement la diversité des acteurs qui sont impactés et concernés et utilisateurs même de ces données. Naturellement, les collectivités, les administrations publiques sont, elles, la première réutilisatrice de ses propres données. Et ça, nous, on l'a largement vu et documenté justement dans ce livret Data Impact. Mais l'impact aussi, naturellement, voilà, ça se mesure aussi quand justement un citoyen utilise un service qui a recours à des données en open data, quand justement une collectivité arrive à améliorer son action publique, à établir un meilleur diagnostic en mobilisant là encore des données en open data. Même chose du côté des associations ou de la société civile. Donc on voit bien en tout cas que la diversité des acteurs est à prendre en compte dans cet impact, comme le rappelait Samuel également. Et sur les impacts, donc on a beaucoup parlé de l'impact démocratique qui est largement attendu, de transparence de l'action publique, comment ça crée aussi ce dialogue citoyen. Et surtout, ce manque finalement de connaissances aussi, même pour l'acteur public, de savoir, comme tu l'as dit, Antonin, les producteurs eux-mêmes connaissent que très rarement et très mal finalement les réutilisations qui sont faites par des tiers de leurs propres données. Donc ça, c'est vrai que c'était pour répondre aussi finalement à ce besoin que cette enquête a été faite et cet inventaire de cas d'usage pour justement mieux documenter, mieux comprendre les impacts et les usages que sont faits de différentes données publiques. Sur l'impact organisationnel, naturellement, ça c'est quelque chose qui est largement documenté et peut-être le plus fort finalement dans le recours qui a été documenté à ces données en open data, voir comment est-ce que justement l'accès à la connaissance, la circulation de ces informations et la valorisation de ces informations facilite le désilotage, facilite justement la mise en relation entre des directions des services qui ne se parlent pas initialement, facilite aussi justement la mise en relation avec des partenaires extérieurs et comment est-ce que tout ça finalement crée un cercle vertueux, comme j'en parlais initialement, sur justement
une dynamique, en tout cas autour des données. Donc c'est ce qu'on a voulu montrer dans cette étude Data Impact, et je reviendrai peut-être plus tard justement sur les méthodologies, les différents critères qu'on a pu essayer de qualifier, même si voilà, on était avant tout sur une approche qui se voulait qualitative plus que quantitative. Ouais, bah merci beaucoup, ça fait une transition. Je crois que Franck, tu voulais revenir sur cette complémentarité entre qualitatif et quantitatif. Oui, bah, effectivement, j'allais apporter du soutien à ce que vient de dire Mathieu. Donc, à la fois, je pense qu'on on doit pas effectivement soumettre le fait de rendre des données ouvertes à la capacité de mesurer de façon quantitative. Donc, le qualitatif est important, d'autant plus que on a parlé déjà d'un certain nombre d'impacts de nature différente. Donc, on n'a pas trop insisté sur le côté potentiellement économique des choses. On a beaucoup parlé de transparence. Donc, évidemment, la quantification de la transparence, ce serait un débat en soi. Donc, un exemple de ce qu'on fait au niveau européen, on tient à ce que toutes les politiques publiques soient soutenues par des évaluations d'impact et avec un lien vers les jeux de données, donc des preuves, disons, enfin en anglais evidence, qui soutiennent tout ça et qui sont évidemment en données ouvertes. Donc là, on voit déjà qu'il y a un impact. On a parlé d'impact démocratique, d'impact de transparence, qui ne sont pas forcément quantifiables. Donc là, je pense que le côté qualitatif est vraiment crucial. Même chose au niveau des réutilisateurs, on a une forte communauté académique et recherche. Et là, même chose, les impacts long terme, par définition, vont pas être mesurables tout de suite. Donc, on voit que le qualitatif a vraiment une place forte. Et l'autre point sur lequel j'aimerais insister, c'est le fait de basculer vers tout ce qui est mesure pour augmenter l'offre vers la réutilisation. Et ça me paraît absolument crucial. Aujourd'hui, je pense qu'on est à ce point de bascule où on a, je pense, compris qu'avoir des millions ou des milliers de sets de données qui sont disponibles, ce n'est pas suffisant. On doit pousser pour la réutilisation, on doit pousser pour la mise en contact des réutilisateurs et des fournisseurs. Donc ça me paraît absolument clair. Et puis avec la problématique européenne, vous avez sans doute aussi entendu parler du Interoperable Europe Act. Donc tout ce qui est interopérabilité, évidemment, on a aussi avec la mise à disposition de données un impact positif sur interopérabilité, et ça appelle aussi des questions de standardisation, donc qui forcément au niveau européen nous tiennent à cœur, puisque là on a parlé d'un cercle vertueux de réutilisation. Il y a une problématique encore autre quand on ajoute la diversité culturelle, la diversité linguistique. Voilà. Et donc pour ça, on essaye aussi de travailler sur un cadre de référence pour aider à la mesure d'impact. Donc là, on a une étude en ce moment dont les résultats devraient être connus au mois de décembre, qui seront publiés et qui devraient aussi fournir une boîte à outils, pourquoi pas réutilisable au niveau national. Mais encore une fois, je pense que ce qui est important, c'est de bien balancer le qualitatif et le quantitatif. Oui, merci beaucoup. Effectivement, je pense que d'avoir des cadres de référence partagés, c'est précieux. Et nous, on s'appuie d'ailleurs beaucoup sur les travaux européens pour concevoir nos réflexions. Tana, si tu es encore dans le chat, je pense que tu peux d'ailleurs partager les papiers côté DataGouv qu'on a rédigés sur le sujet. Même si côté DataGouv, on est un peu sur deux tableaux où on essaye de mesurer l'impact de l'open data, mais on essaye surtout de mesurer l'impact de DataGouv dans l'open data, ce qui est encore un sujet un peu différent. Et d'ailleurs, je pense qu'on pourra en parler tout à l'heure à votre avis, qui devrait être mandaté pour mesurer cet impact? Parce que moi, c'est une question que je me pose. Je voulais revenir sur un sujet qui était abordé par tous les trois, c'est l'investissement dans la durée.
parce qu'effectivement, on se rend compte que mettre en open data, c'est vraiment pas la fin de l'exercice. Et il faut à la fois s'assurer que les données soient de qualité, bien documentées pour la découvrabilité, mais aussi, dans la durée, mettre à jour les données et être en capacité de répondre aux sollicitations des réutilisateurs de données. Et sur DataGouv, nous on se rend compte que c'est très disparate, je dirais, la qualité d'interaction entre producteurs et réutilisateurs. Il y a des producteurs qui sont très en attente et qui attendent que ça, d'avoir des commentaires et répondront dans la seconde. Et c'est vraiment une satisfaction de recevoir des questions parce que ça montre l'intérêt de cette ouverture. Et il y a d'autres producteurs qui, pour X raisons, n'ont pas forcément la capacité à répondre de façon satisfaisante aux utilisateurs. Et nous, on pense que c'est vraiment un des axes sur DataGouv sur lesquels on travaille, c'est vraiment faciliter les échanges et inciter les producteurs à répondre en temps et en heure aux sollicitations parce que c'est utile à la fois pour la mesure de l'impact, mais aussi pour faciliter la réutilisation. Et je ne sais plus si c'est Mathieu ou Samuel qui l'évoquait, mais l'organisation d'événements. C'est vrai que parfois les hackathons, par exemple, on peut penser que c'est assez dérisoire parce que c'est, je veux dire, les sorties des hackathons, c'est pas forcément des réutilisations long terme, etc. Mais en fait, nous, ce qu'on constate en tout cas à DataGouv, c'est que c'est souvent un moment vraiment important de mise en relation entre producteurs de données et réutilisateurs de données. Et souvent, ça permet aussi aux réutilisateurs d'obtenir des réponses à leurs questions et aux producteurs d'apprendre plein de choses sur leurs données qu'ils n'avaient pas vues, des manques, des améliorations potentielles, des petites optimisations qui en fait changent tout pour le public à l'extérieur. Donc c'est aussi des moments précieux et je pense que Tana en profitera pour faire la pub du hackathon qu'on organise avec Météo France sur les données climatiques. Mais Franck, tu as levé la main et Samuel aussi. Oui, simplement, donc par rapport à ça, je pense qu'il y a presque un problème de poule et d'œuf. C'est-à-dire que dans la question de la pérennité de l'effort, il y a aussi, si dès le départ, en tant que fournisseur de données, on a une intention, on a déjà une idée de l'impact qu'on pourrait avoir, ou bien est-ce que notre jeu de données est en ligne avec des priorités politiques, alors on va avoir cette volonté aussi de maintenir à jour nos sets de données par rapport à une approche qui parfois est de la simple conformité. Ok, il faut mettre nos données à disposition, alors on le fait, c'est bon, on coche la case et c'est fini. Donc moi j'insiste beaucoup sur l'intention. On doit avoir une intention, y compris quand on publie notre set de données. Et après, cette question de durée dans l'effort, elle est valable aussi pour la question des hackathons. On peut avoir le moment où on va faire un datathon ou un hackathon, c'est un moment particulier qui cristallise un peu les choses et qui permet de mettre des fournisseurs et des utilisateurs en contact. Après, il appartient aux autorités publiques, j'allais dire, de transformer l'essai et de poursuivre et de capitaliser sur la communauté qu'on a pu identifier de réutilisateurs. Mais si on laisse ça simplement comme étant un moment, on cristallise, le soufflet redescend et il ne se passe plus rien. Donc la durée dans l'effort, elle appartient aussi à ceux qui organisent ce type d'événement et ça, je pense qu'on doit le garder également en tête. Ouais, j'abonde complètement ce que tu dis, Franck. Sur le rôle des hackathons aussi en particulier, qui sont parfois décriés sur ce qu'ils créent, sur leur impact eux-mêmes. Mais en fait, un des trucs qu'ils créent, c'est que dans les politiques d'open data, la présence, l'existence d'un public, c'est un postulat, c'est une promesse. Et en fait, ces événements-là permettent de rendre compte que ce public, il existe. Et je pense qu'il est aussi important, c'est de montrer que ce public, il peut être aussi beaucoup plus divers que ce qu'on croit, et que le public de l'open data les publics de l'open data sont beaucoup plus larges. Et ça, on le voit au quotidien, dans les commentaires sur DataGouv. Moi, j'aime bien traîner dans les commentaires. J'aime bien voir aussi qui sont les usagers. Je l'ai vu dans l'enquête qu'on avait fait qualitative. Et je voulais revenir sur un point. Donc effectivement, Antonin, c'est essentiel de rappeler que le risque d'être obsédé par l'impact, c'est qu'on n'ouvre plus rien
Et c'est la même chose en fait sur la qualité des données, qui est un autre sujet de la rentrée de DataGouv. Si on attend d'avoir des données de qualité avant d'ouvrir, on n'ouvre jamais. Enfin, j'ai des exemples de collectivités sur le pourtour méditerranéen, pas très loin de chez moi, qui ont essayé ça et qui ont des difficultés à ouvrir. Et je pense que quand on parle de cette question de mesure d'impact, il faut dissocier deux choses, qui est celle, la première, c'est celle de l'évaluation. Je m'appuie sur les travaux d'une SCOP qui travaille sur ces questions-là, un peu de référence sur les questions d'évaluation, c'est Cadran Conseil qui dit que évaluer, c'est juger de la valeur d'une action vis-à-vis de vis-à-vis de ses résultats. Donc, et en fait, dans cette démarche de jugement, c'est vraiment prendre en compte tous les points de vue, avoir des éléments de preuve, collecter des informations, et c'est pas juste avoir des indicateurs. Et pour avoir des critères de jugement, il faut réfléchir à quelles étaient les attentes, qui sont les parties prenantes et qu'est-ce qui était attendu de cette politique. Et dans l'open data, je l'ai déjà dit, mais c'est assez difficile et je vais y revenir dessus. Et quelles étaient les conséquences inattendues, désirables, indésirables. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué parce qu'en fait, on est sur une politique qui est relativement floue au sens. Et le flou a ses avantages. Moi, je viens de publier un article avec Elise Openchung dans la revue Réseau sur la standardisation des lieux de médiation numérique. Et on montre que c'est un champ d'action public qui est flou. Et le flou a ses avantages parce qu'il permet une certaine liberté aux acteurs et il a permis que les politiques d'open data prennent des directions qui n'étaient pas forcément celles qui étaient prévues. Et c'est une bonne chose parce qu'en fait, la réutilisation des données, si on la prévoit trop à l'avance, on va trop restreindre. Là-dedans aussi, de distinguer l'évaluation de la mesure. Et la mesure, c'est plutôt la quantification. Alors, désolé, ça va être l'instant sociaux, mais c'est pas désolé en fait. Alain Desrosières disait quantifier, c'est convenir puis mesurer. Donc, convenir, c'est définir les termes qu'on appelle. Et donc, en fait, avant de quantifier, il faut avoir mis des conventions. Et une des questions qu'il va falloir faire si on est dans la logique de mesure, d'évaluation, de mesure et de quantification de cet impact, c'est en fait se poser des questions. Déjà, c'est quoi une réutilisation? Et je pense qu'il y a des questions critiques à poser sur ça. Actuellement, alors DataGouv n'empêche rien là-dessus. Moi, je peux référencer une réutilisation, j'ai fait un exposé et je ne publie pas mon exposé. Mais c'est quand même très orienté vers une application, un service, ce qui était un peu toujours la promesse de départ. Et par exemple, dire j'utilise ces données dans le cadre d'un SI interne que vous ne verrez jamais et en fait, et c'est pas grave. Et en fait, ou dire je suis allé chercher une information. Moi, je défends beaucoup l'idée qu'il y a un usage de l'open data qui n'est pas celui auquel on pense tout le temps, qu'on appellerait la pêche au gros. La pêche au gros, c'est je prends le gros jeu de données, j'utilise toutes les lignes et puis je fais une analyse, de la visualisation, je vais faire des prédictions, des choses comme ça. Il y a aussi un usage qui est la pêche à la ligne, c'est juste je vais chercher, il y a plein de choses qui sont dans des jeux de données en open data, on a besoin d'une ligne, deux lignes, trois lignes, ou de vraiment chercher des choses qu'on ne trouvera pas ailleurs. Et en fait, on ne va pas créer des interfaces tout le temps, il y a tout un tas de sujets. Un sujet qui m'est cher, les marchés publics, vous ne le trouverez que dans le fichier DECP qu'il faut connaître, qui est un peu compliqué à trouver, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne trouve encore que dans les données en open data, et donc redéfinir ce qu'est une réutilisation. Enfin, en tout cas, dire qu'est-ce qu'est une réutilisation, c'est quoi ce terme-là. Et puis, il y a la question de c'est quoi un usager? Et si on revient au schéma que je vous avais montré avant, est-ce que c'est l'usager des données? Est-ce que c'est l'usager des services? Est-ce que c'est le bénéficiaire? Je pense que c'est des questions qui méritent d'être posées. Donc, évidemment, l'évaluation d'impact, c'est compliqué. C'est compliqué aussi parce qu'en fait, l'impact de l'open data, il est assez flou. Et si on regarde dans les termes, par exemple, je suis remonté à l'étude d'impact de la loi pour une république numérique. Je ne vais pas tout vous la lire, vous dire, en fait, on voit trois grands bénéfices. Le premier, c'est d'accroître la transparence des autorités publiques. Et en gros, ils disent que l'objectif, c'est d'augmenter le volume de documents administratifs mis en ligne par les administrations afin d'accroître la transparence. Le deuxième point, c'est d'améliorer les services publics avec le fait de publier volontairement et de stimuler le développement de nouvelles activités économiques. Mais en fait, on voit qu'il y a des objectifs qui sont très larges, qui sont en fait toujours les mêmes. Ça se traduit, si on regarde dans le projet de loi de finances. Moi, j'avais pas mal étudié ça pendant un moment. Alors après, en fait, en discutant avec l'équipe DataGouv, dans le quotidien opérationnel, je ne crois pas que ces indicateurs-là soient si essentiels, mais il y a un indicateur d'objectif qui, pendant longtemps, c'était le nombre de jeux de données, le nombre de contributeurs actifs et le nombre de réutilisations. Et j'ai découvert hier soir que ça avait évolué depuis un an. Et donc là, dans le PLF 2025 et dans le budget 2024, c'est le score de qualité moyen
des 1000 jeux de données les plus téléchargés de la plateforme data.gouv.fr, ce qui est une bascule intéressante, donc peut-être moins orientée vers l'ouverture de nouveaux jeux de données, mais l'amélioration de la qualité. Il y a des trajectoires d'évolution et tout. Après, il faut aussi voir que ces indicateurs, ils sont peut-être pas aussi opérants dans le quotidien des équipes, hein. Des fois, on peut avoir tendance à les surestimer. Mais voilà, c'est cette question de quel est l'objectif des politiques d'open data, elle est essentielle. Et pour rejoindre ce que tu disais, Franck, c'est qu'actuellement, les politiques d'open data, elles sont rarement pensées en fonction d'objectifs d'impact. Et donc c'est bien, ça a ses avantages dans plein de moments. Mais des fois, ça serait intéressant aussi de les raccrocher plus à des politiques publiques en saisissant du vrai potentiel, du tout le potentiel que peut avoir l'ouverture des données. Et c'est ce qu'essaye de défendre GovLab que je citais avant et pas mal d'autres acteurs avec l'idée qu'il y aurait une troisième vague de l'open data. Donc il y a une première vague qui est celle du droit d'accès aux documents administratifs dont je pourrais vous parler pendant longtemps. On n'a pas totalement surfé encore cette vague en France et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a une deuxième vague qui est celle de l'open data par défaut, qui là aussi on en est encore loin pour que l'ouverture devienne la norme et un peu une habitude dans les administrations. Là aussi je pourrais en parler pendant longtemps. Et donc l'idée c'est que ces vagues se cumulent. Et il y aura une troisième vague qu'ils appellent donc Publish with a Purpose, publié avec un objectif, qui est donc de fixer des objectifs de politique publique, de travailler avec des communautés concernées, y compris des non-usagers des données. Ça, je pense que c'est super important pour que ça crée de l'impact, c'est-à-dire pas que se concentrer sur les endroits où il y a les compétences. Par exemple, c'est ce que fait le Health Data Hub, où ils ont un guichet où on peut demander des données, mais aussi même certains traitements de données pour les associations de patients qui n'ont pas les compétences. Il y a des choses qui peuvent être faites. Et ça permet d'atteindre certains, et donc d'élargir les publics et d'être dans une logique à la fois d'un objectif, d'ouvrir des données qui existent déjà, parfois de produire certaines données que demande la société civile et que demande aussi l'administration. Et moi, je vous invite aussi à regarder ce que fait l'Open Contracting Partnership dans ce domaine-là. Donc, une ONG défense une organisation internationale de défense de la transparence des marchés publics. Et ils ont essayé de mettre ça en place en essayant d'aller bien au-delà de ce que produisent les systèmes d'information actuels, en produisant un standard qui propose plein de champs en fonction des différents objectifs de politique publique. Et donc la forme du jeu de données n'est pas la même si on fait de la lutte anticorruption. Il n'y a pas les mêmes champs que si on essaye d'accroître la participation des PME, TPE, ou si on essaye d'augmenter les clauses environnementales dans les marchés publics. Et voilà, je pense que la suite de la discussion, ça va être aussi de réfléchir donc, à ces objectifs et aussi revenir toujours à cette question des publics et de la connaissance des publics en ayant en tête qu'on a une vision qui est encore beaucoup trop parcellaire de ce que sont les publics de l'open data. Les usagers de l'open data, c'est pas tous des clones de Guillaume Rosier. Il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de manipuler des données et donc avoir un public plus large. Et Ouais. Et je voulais rebondir rapidement avant de te laisser la parole, Franck. Après, je pense on peut passer à la réponse aux questions parce qu'on a déjà plusieurs questions sur le chat. Effectivement, dans ce qu'on appelle dans le vocabulaire réutilisation, euh, moi j'aime bien appeler usage et réutilisation. Réutilisation étant une application, un objet, quel qu'il soit, que ce soit un exposé d'une classe de seconde à un article du Monde qui sera lu par des millions de personnes, à un usage. Et l'usage, c'est genre je consulte le jeu de données, j'ai chopé l'information qu'il me fallait, donc je suis usager de l'open data sans en avoir fait une réutilisation. Une observation que je voulais partager aussi, c'est que la mesure de l'usage, de la réutilisation, il est aussi très dépendant du jeu de données en question. Avec Tana, on avait travaillé sur les jeux de données du service public de la donnée de référence. Donc c'est souvent des jeux de données de référence sur lesquels il y a encore moins une motivation quand c'est la base adresse nationale, par exemple, tout le monde l'utilise. Elle est utilisée dans des milliers d'applications qui font de l'autocomplétion d'adresses, mais tu vas pas en tant que réutilisateur dire mon produit ne tourne pas sur la base d'adresse nationale. Je veux dire, c'est une toute petite brique, ce qui est différent que d'un article sur les données des élections où le cœur de la matière que tu travailles, c'est cette donnée. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Je trouve que pour certaines données qui sont essentielles à la vie publique,
c'est encore plus difficile de mesurer parce que c'est pas le centre, mais c'est un petit truc qui permet d'avoir l'ensemble. Et Franck, tu avais levé la main. Et après Samuel rapidement, et après on répond aux questions, sinon on n'aura pas le temps de répondre à Ok. toutes les questions qu'il y a Non, eu. simplement pour réagir à des choses que Samuel a énoncées, ça me paraissait intéressant le glissement vers la question de la qualité. Mais quelque part, là pour le coup, j'utilise à dessein le terme glissement parce que d'une certaine façon, on dit que mesurer l'impact, c'est un peu compliqué, mais si on transfère ça sur le champ de mesure de la qualité, évidemment, on va simplement déplacer le champ à la question de comment est-ce qu'on mesure la qualité. Donc encore une fois, on doit aussi faire attention à ne pas être obsédé complètement par la mesure, accepter le qualitatif, accepter qu'on parle de politique publique et qu'une partie de ça n'est peut-être pas quantifiable. Ça, c'était un premier point. Par rapport à l'intentionnalité et le but, l'objectif de publier des données, je voulais simplement faire le lien aussi avec une politique européenne autour des espaces européens de données et qui là sont clairement sectoriels. Et donc là, peut-être il y a quelque chose aussi qui va être beaucoup plus porté par un objectif. Typiquement, si on a un espace européen de données environnementales, là, on a clairement le lien avec la politique, le Green Deal, etc. Donc, et je pense que ça ne doit pas exclure peut-être une publication plus large parce que, comme on l'a dit plusieurs fois, on n'est pas sûr de connaître l'ensemble des utilisations possibles. Donc on doit à la fois avoir un but, mais en même temps aussi balayer large pour ne pas en exclure d'autres qu'on ne connaîtrait pas. Ouais, je prends la balle au bon. Moi, j'aimerais aussi qu'on s'interroge un peu plus sur l'impact des espaces communs de données, dont certains, on voit quand même certains, j'ai quand même vu des choses très complexes d'un point de vue juridique, d'un point de vue du montage, du temps passé en termes de partenariat, sur des données qui parfois mériteraient d'être en open data, pas que, évidemment. Alors dans ce cas, ça se justifie, mais parfois il y a des montages qui se font pour d'espaces communs de données, alors qu'en fait ces trucs-là pourraient être en open data. Et en fait, c'est difficile de voir quelles données circulent dans ces espaces-là. Le temps qui est passé, en tout cas, il est assez important. Voilà, je trouve juste que cette question, elle mériterait aussi d'être portée de ce côté-là. Moi, je pense qu'en matière d'évaluation de l'impact de l'open data, à l'échelle de tout l'open data, pense que c'est un peu un truc qui est vain. Il y a besoin quand même de connaître plus les usagers. Je pense que c'est plus intéressant de travailler sur des évaluations qui sont sectorielles pour aussi proposer des adaptations. Par exemple, j'aimerais bien qu'on pose des questions critiques sur l'ouverture des données des marchés publics. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui est ouvert, des choses comme ça, mais qu'on aille regarder plutôt dans différents jeux de données, comment est-ce qu'on peut... Parce que l'évaluation, elle doit aussi permettre d'améliorer le service public. Et c'est aussi un moment d'écoute des besoins des usagers, avec des recommandations, des actions. Je pense il y aurait encore pas mal de choses à faire. Et je vais redire un truc que je pousse dans la continuité de l'ami Charles Nepot depuis plusieurs années, qui est l'idée d'un livre d'or. En fait, la logique du livre d'or, c'est vous sortez d'un endroit, on vous met un espace à votre disposition, alors plutôt pour dire du bien de ce que vous avez fait. Et je trouve que ça marrant d'ailleurs que ce soit vu comme un livre d'or. Dans les sciences, ça existe, hein, cette logique sur des portails de données. Pouvoir dire, bah voilà, j'ai utilisé le jeu de données, j'ai apprécié pour tel ou tel point, il m'a servi à ça. Moi, je le cite dans mon livre, mais il y a Tela Botanica qui fait une logique un peu similaire, qui ne contraint pas à remplir ça, à remplir un formulaire avant d'utiliser les données, mais le fait après en disant, si vous voulez juste nous dire à quoi vous servent les données, ça nous est utile pour le faire remonter. Et ça n'a pas besoin d'être contraignant, c'est-à-dire qu'on peut toujours avoir téléchargé direct, et il y a une petite pop-up qui s'affiche, on vous pose des questions. Regardez ce que fait Tela Botanica, c'est nickel, il y a toutes les questions qui peuvent être posées. Je pense que vous avez aussi en tête actuellement, il y a la question de s'abonner à un jeu de données pour pouvoir être informé des mises à jour. Et aussi, c'est en lien avec un point sur l'investissement dans la durée, qui est une des difficultés que font remonter pas mal les réutilisateurs. Moi, je l'ai étudié sur la question de la période Covid. C'est l'évolution du format du jeu de données qui change d'un mois à l'autre. Et du coup, en fait, toutes les pipelines de données cassent. Donc d'avoir des mécaniques pour pouvoir échanger avec les réutilisateurs, jeu de données par jeu de données, pour les connaître, pouvoir échanger avec eux, je pense que ça peut être sain et ça n'a pas besoin d'être contraignant, mais ça permettrait une meilleure connaissance
connaissance des jeux de données, parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est quand il y a une nouvelle V2, V3 d'un jeu de données, c'est là où en fait les usagers se pressent à la porte. Et ça fait complètement la transition avec une des questions qui a été posée par Anthony Clavry de la ville d'Antibes sur justement, je lis la question parce que vous n'avez pas accès au chat. Je suis convaincu des vertus démocratiques de transparence, etc. C'est fondamental. Aujourd'hui, on a pas mal de chiffres, consultations, téléchargements, etc. Mais on manque d'informations sur les usages des jeux. Est-ce qu'on ne pourrait pas bénéficier sur DataGouv d'un formulaire court et non contraignant de type de ce qui a été expérimenté par Tela Botanica? Donc c'est tout à fait ce dont tu parlais, Samuel. Et je pense qu'effectivement, il faudrait qu'on expérimente ça sur DataGouv. La petite crainte que j'ai, c'est que s'il n'y a pas de réponse, ça laisse penser au producteur qu'il n'y a pas d'usage. C'est pas parce qu'on réduit la friction pour référencer un usage qu'on le supprimera complètement. Donc je veux pas que... Mais ça s'expérimente tout à fait. Ça peut être fait, tu peux avoir des choses qui sont très légères comme interaction. Dites-nous juste en des grandes catégories qui vous êtes. Et après, un retour plus qualitatif. Moi, j'aime bien le côté livre d'or, mais pour avoir des choses très simples qui sont de la micro-interaction. Ouais, c'est typiquement ce qu'on suit comme logique au niveau européen. En fait, on a un forum pour les réutilisateurs. On encourage aussi, et on a des réutilisateurs qui nous contactent pour nous expliquer ce qu'ils font. Et on a des petites enquêtes coup de poing pour qu'on nous explique quels sont les usages qui sont faits et puis on peut éventuellement mettre en contact. Donc ça peut être assez léger. Yes. Je poursuis avec la prise des questions. Si j'en ai raté, n'hésitez pas à les remettre. Il y avait une question. Est-ce que l'on sait qualifier l'impact en termes de passage à l'action, c'est-à-dire traduire concrètement ce qui a permis l'usage d'un jeu de données en open data? Sur DataGouv, on a la liste des réutilisations, mais ça n'indique pas la finalité. Alors, je ne suis pas sûr de très bien comprendre la question. Qualifier... Si la personne qui a posé la question veut bien la préciser, je ne suis pas sûr de comprendre. Parmi les critères qu'on identifie comme facilitant la réutilisation, il y a ce qu'on appelle dans le jargon la découvrabilité. C'est déjà est-ce que les utilisateurs tombent sur le jeu de données. Donc, sur DataGouv, on bénéficie d'un très bon référencement naturel. Donc en général, ne serait-ce que par les moteurs de recherche type Google, les gens arrivent sur le jeu de données s'il est bien documenté. Donc s'il a un titre qui a du sens pour les utilisateurs, s'il a une documentation suffisamment complète. Et après, il y a la qualité des métadonnées qui permettent de trouver le jeu de données. Et ensuite, il y a la qualité intrinsèque du jeu de données ou son actualité parmi les usages. Mais je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, donc n'hésitez pas à la préciser. En tout cas, juste il y a un sujet qui est compliqué, c'est actuellement, je crois que le score qualité sur DataGouv, c'est un score de qualité des métadonnées, sauf si ça a changé. Non, c'est toujours le cas, oui. Voilà, mais d'évaluer la qualité des données sur un score, ça va être compliqué. D'aller plus loin. Il y a des choses qui peuvent être contrôlées quand même. Par exemple, c'est une demande que j'ai déjà entendue plusieurs fois, même au sein de l'État. Au sein de l'État même, c'est que vérifier qu'un jeu de données ne change pas de format, en tout cas qu'on soit alerté quand il change de format, pas de manière accidentelle. Il y a quand même des choses qui peuvent être vérifiées, mais la qualité, c'est une notion qui est très complexe, qui peut être aussi vue comme stigmatisante par les administrations, alors que c'est un sujet... Oui, d'ailleurs, je voulais rebondir tout à l'heure sur quand tu parlais de troisième vague, de penser l'ouverture par l'impact. Je pense qu'un des sujets importants, c'est que pour que l'open data soit vraiment une politique publique efficace, c'est qu'il faut pas doublonner le travail d'ouverture avec le travail de production de la donnée de l'administration. Et il faut que les données qui soient publiées soient les données qui soient utilisées par l'administration. Sinon, on se retrouve. Ouais, c'est le Eat Your Own Dog Food.
Manger votre exactement, ouais. propre pâté. Quand Et l'administration utilise ces données en open data, ça change complètement les politiques c'est d'ouverture. ok, tout à fait. Et donc il y a un travail de documentation pour permettre à un public extérieur de comprendre une donnée qui a été produite dans un cadre métier très particulier. Donc parfois les noms des colonnes, ils ont du sens pour les agents de l'INSEE par exemple, mais ils ont du sens pour personne d'autre parce que bah, c'est une méthodologie métier très particulière. Mais en revanche, il ne faut pas, à mon sens, penser l'open data comme un exercice de communication où je fais un jeu de données un peu packagé pour l'extérieur, parce qu'en fait, on doublonne le travail et finalement, on se retrouve avec des différences entre ce qui est officiel d'un point de vue public et ce qu'utilise l'administration. Euh, Juste une remarque aussi sur la qualité, parce que la qualité peut être aussi, la raison pour laquelle c'est compliqué d'évaluer la qualité du jeu de données en soi, c'est aussi que ça peut être lié à la finalité. Je vais prendre un exemple très bête, hein, je fais de la randonnée. Le niveau de finesse des informations dont j'ai besoin pour mon GPS, elle dépend complètement de est-ce que je fais une randonnée sur du plat ou est-ce que je la fais en montagne avec beaucoup de méandres. Et donc là, la qualité dont j'ai besoin dépend de la finalité. Et donc parfois, quelque chose peut être de qualité tout à fait correcte pour mon utilisation, mais insuffisante pour une autre. Donc là, il y a une vraie problématique. ouais, tout à fait. Moi, enfin, de notre côté, ce qu'on essaye de mieux mesurer, c'est la qualité des métadonnées. Euh, J'aime bien l'approche de Kaggle, qui est une plateforme à la base de compétition en data science. Eux, ils parlent de score de usability, est-ce que le jeu de données est utilisable ou pas. Et nous, on parle de score de qualité des métadonnées. On pense à l'enrichir pour rajouter des critères sur le jeu de données en lui-même, non pas la qualité intrinsèque des données, est-ce qu'elles représentent bien la réalité, mais par exemple, est-ce que le format saute tous les 6 mois, est-ce que on est en mesure de le prévisualiser, ce qui veut dire que le format est, euh, est a priori correct, etc. Mais et après, je crois aussi beaucoup à la contribution communautaire, quoi. Et sur DataGouv, on a une notion de signalement qui vise vraiment à signaler quand il y a un problème sur le jeu de données. Mais dans le futur, je pense qu'on pourrait expérimenter davantage de fonctionnalités plus interactives pour dire ce jeu de données il a tel problème ou ce jeu de données il est génial pour faire tel truc. Et là aussi, on est dans de la micro-interaction, mais qui permet de montrer que voilà, si ce jeu de données il a 12 000 pouces vers le haut et 100 pouces vers le bas, on se dit, bon, a priori, il est utile. Euh, Parce que aussi, une question, c'est souvent, quand on veut mettre en avant un jeu de données, parfois, le jeu de données de mauvaise qualité, ça reste le jeu de données officiel et le seul sur un sujet en particulier. Donc on ne peut pas vraiment faire ce marché de dire ça c'est le bon jeu de données ou le mauvais jeu de données. Parfois le bon jeu de données au sens du jeu de données officiel, il est de mauvaise qualité et les utilisateurs doivent composer avec. Mais Ouais, je pense que un ouais, point en lien avec ça, c'est actuellement la discussion, c'est signaler un problème et interagir avec le producteur. On voit qu'il y a quand même pas mal de jeux de données où en fait c'est les usagers qui s'entraident entre eux. J'ai le souvenir pendant le Covid sur les jeux de données de Santé publique France, en fait c'était une interaction entre usagers principalement. Et je pense qu'il y a aussi un truc qui pourrait évoluer, c'est d'avoir des retours d'expérience. Donc c'est peut-être en lien avec cette idée de livre d'or, des choses comme ça, mais de dire bah j'ai utilisé tel jeu de données, voilà, je vous conseille, faites ce champ-là, il est peut-être pas fiable, ou il y a des choses comme ça, sans forcément poser une question à l'administration ou en disant ce champ va être intéressant, regardez, il faut lire aussi tel document à côté. Il peut y avoir de la place pour qu'il y ait des retours d'expérience. mm. Alors, merci, je fais vite parce qu'on a dépassé un peu le temps, mais juste pour répondre aux dernières questions, si vous avez encore 2 minutes. Il y avait une question pour toi, Franck, sur les résultats donc, c'était au début de la discussion, je pense, quand tu parlais de l'étude sur l'impact organisé à l'échelle européenne. Est-ce que elle porte aussi sur les données produites dans le contexte de la directive High Value Dataset
Je crois que c'était une question de Météo France, si je dis pas de bêtises, je l'ai vu passer dans le chat tout à l'heure. Alors, il y a effectivement une dimension liée à High Value Datasets, mais l'étude dont j'ai parlé, elle est pas encore terminée, hein. Donc, les résultats seront publiés au mois de décembre. Euh, donc, par contre, ce que je peux dire, c'est qu'une chose que je constate au niveau européen dans les cas de réutilisation avérée, c'est qu'on a énormément de cas liés aux aspects environnementaux et géographiques. Donc, ça répond un peu partiellement, là, de nouveau de façon très qualitative, mais je peux répondre offline et donner des précisions sur les éléments spécifiques High Value Datasets. Et je pense qu'on peut aussi partager le travail de la commission sur l'Open Data Maturity Index qui évalue tous les pays européens et candidats d'ailleurs, je crois, en Oui, termes oui. d'open data. Il y a tout un volet sur l'impact qui est Oui, très qualitatif pour le coup. C'est surtout des cas d'usage, mais c'est très intéressant à lire parce que vous pouvez aller voir des exemples très différents. Enfin, on voit des exemples similaires entre les différents pays européens, mais parfois on a des surprises parce que l'open data au Danemark, c'est pas le même que l'open data en Italie. Il y a des cas d'usage intéressants, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Il y avait une remarque preneur d'un formulaire unique généré par DataGouv d'évaluation ou d'auto-évaluation de la qualité des jeux de données plutôt que chaque producteur essaye de faire sa mesure de sa façon. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ça rejoint d'ailleurs dans la mise en place du score de qualité des métadonnées. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il est beaucoup moins utile en fait pour les réutilisateurs de données que pour les producteurs de données eux-mêmes pour se rendre compte des critères sur lesquels ils sont un peu en manque sur leur jeu de données. Donc ce qu'on aimerait faire, c'est d'enrichir ce score avec d'autres critères pour permettre aux producteurs de se rendre compte s'ils sont exemplaires ou non. D'ailleurs, un des indicateurs qu'on veut améliorer, c'est les taux de réponse et la vélocité de réponse aux questions aux utilisateurs, parce que ça, on se rend compte que c'est vraiment une mesure intéressante pour savoir si le producteur est réactif ou non. Le problème, ça pose tout un tas de questions, notamment sur le fait que dans des grandes organisations, ça peut être très différent. Il peut y avoir, sur une organisation comme le ministère de l'Environnement, par exemple, il y a énormément de données qui sont produites. Donc il y a des différences entre certains services et d'autres services. Il y a des services qui ont plus le temps de répondre à des questions que d'autres, etc. Très vite, parfois on prend le risque de mettre des indicateurs qui sont sévères au regard de l'investissement de certaines équipes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, la mise en place de l'indicateur n'est pas forcément évidente, mais c'est des pistes qu'on étudie et d'une manière générale donner plus de main aux producteurs, d'avoir une vue plus précise de la qualité des données qui sont publiées sur la plateforme, sur les mises à jour, sur les métadonnées en général. J'ai partagé dans le chat le lien vers le Open Data Maturity dont tu as parlé. Donc, Super, merci. Ouais, et t'en as la mise. Je sais pas si j'ai raté d'autres questions. Il y avait une remarque, je crois que c'est plutôt une remarque. Il me semble que si on avait une meilleure idée des usages, cette connaissance serait de nature à nous donner de nouvelles idées de jeux, de données ou de données dans les jeux ou de jeux à abandonner. Pour moi, la nature des usages est aujourd'hui le parent pauvre de l'évaluation de l'impact. Je pense que nous pouvons légitimement être un peu plus curieux sur cette dimension. Ouais, ça rejoint un peu un sujet que tu évoquais, Samuel. Ok, merci Nathalie pour le retour. On a déjà bien dépassé, mais ça m'étonne pas parce que moi je trouve en tout cas que le sujet est passionnant et merci encore pour Samuel, Mathieu, Franck pour votre participation et les échanges. J'espère que c'était pas trop que ça restait accessible parce que je pense qu'on baigne tous dans ce sujet depuis longtemps, donc j'espère que c'était quand même accessible. En tout cas, vous avez
vous avez pas mal de ressources qui ont été partagées aussi dans le chat, donc n'hésitez pas à aller voir Data Impact, les études de la Commission européenne, le livre de Samuel et les réflexions qu'on partage sur DataGouv. Et je vous invite aussi à regarder sur les guides de data.gouv.fr parce qu'on partage aussi des réflexions sur, notamment sur la qualité des jeux de données et comment suivre la vie de son jeu de données une fois qu'on l'a publié, comment faciliter les échanges avec les utilisateurs, etc. C'est aussi des choses qu'on essaie de documenter pour faciliter la publication et le suivi des données. Eh bien, il me reste à vous remercier. Et puis, vous aurez le replay également sur la chaîne YouTube. Merci à toutes et à tous. Samuel, Mathieu, Franck, vous pouvez rester 2 secondes. Je vais juste couper les lives si ça vous va. Merci, bonne journée.